Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions Max Milo « Je t'aimais bien, tu sais », une expression pour illustrer le désamour entre le monde et la France. C'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre, mais avec tout de même un point d'interrogation, on va y revenir. Alors vous êtes le directeur et fondateur de l'IRIS, qui est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes aussi enseignant, notamment à Paris 8, à Vincennes, un spécialiste de la géopolitique mondiale, politique mais aussi sportive, puisque vous êtes un passionné de football. Alors vous avez écrit une 60aine d'ouvrages sur les relations internationales et l'état du monde. Vous connaissez le nombre de livres que vous avez écrits ? 57. 57. Alors avant de parler de ce désamour du monde pour la France, pour vous, Pascal Boniface, la France du général de Gaulle, les années 60, c'était d'une certaine manière l'âge d'or de la diplomatie française ? Oui, bien sûr, mais également après, ça a été poursuivi par François Mitterrand, y compris par Jacques Chirac, notamment avec son refus spectaculaire de la guerre d'Irak en 2003. Donc pendant très longtemps, le seul fait d'être français vous faisait considérer à part et vous donner une popularité supérieure aux autres. Il y avait un a priori favorable du fait d'une histoire longue, bien sûr, les Lumières, la Révolution française, mais également du fait de la diplomatie tout à fait spécifique de la Ve République. Parce qu'en fait, la France avait une sorte de troisième voie diplomatique entre le monde communiste et les Occidentaux alliés des États-Unis. Voilà, c'était un pays qui était allié, mais qui n'était pas aligné sur les États-Unis. Donc c'était un pays occidental qui n'était pas uniquement occidental, mais qui avait d'autres facettes et qui était finalement très multipolaire et multilatéral. Et donc, cette politique particulière nous donnait un prestige. Bien sûr, l'époque du monde bipolaire a été révolue, mais même justement en 2003, on n'était plus dans le monde bipolaire, c'était plus la guerre froide, mais le refus spectaculaire de Chirac de la guerre d'Irak montrait que la France était basée sur des principes et que, quel que soit le rapport de force, on plaidait pour ces principes. Alors justement, on va revoir cette séquence où le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin, va s'exprimer à l'ONU. Il va dire que la France ne va pas participer à la guerre en Irak. C'était le 14 février 2003. On regarde brièvement Dominique de Villepin. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Alors Pascal Boniface, c'est un discours qui a fait beaucoup de bien pour le prestige de la France dans le monde et en particulier dans le monde musulman, dans le monde arabo-musulman. Dans le monde musulman, mais partout dans le monde, sauf aux États-Unis, bien sûr, parce que non seulement la France a fait preuve de lucidité, car tous les malheurs que l'on annonçait sont malheureusement survenus, et ceux qui ont soutenu la guerre d'Irak à l'époque devraient être un peu plus discrets aujourd'hui dans leur analyse des relations internationales, mais non seulement de lucidité, mais de courage, parce que s'opposer aux États-Unis, qui étaient au fait de leur puissance, pouvait paraître dangereux. Et si la France n'était pas le seul pays à s'opposer à la guerre d'Irak, c'était celui qui l'a le plus exprimé, et le plus exprimé avec la plus grande vivacité. Donc ce geste de courage nous a donné effectivement une aura dans le monde entier, un surcroît de popularité. Alors depuis lors, vous regrettez, je cite les mots de votre livre, que la France soit rentrée dans le rang et qu'elle est même parfois perçue négativement. Ça a changé radicalement depuis quelques années ? Oui, ça a changé parce qu'au fur et à mesure, cette politique indépendante et courageuse s'est estompée. Et le tournant d'ailleurs n'a pas été pris par Nicolas Sarkozy lorsqu'il a été élu en 2007, même s'il avait fait campagne sur Sarko l'américain. Le tournant, on l'a un peu moins noté, a été pris par Jacques Chirac lui-même, comme s'il avait eu peur, juste après ce discours magnifique, des campagnes de critique de ce qu'on appelle le French bashing, de critique de la France aux États-Unis. Et donc c'est Jacques Chirac le premier qui a fait de la réconciliation avec les États-Unis une priorité diplomatique, donc oubliant un petit peu les fondements de ce qu'on appelait le gaulo-mitterrandisme. Alors au cœur de votre livre, il y a aussi et essentiellement la question de l'islam en France. Vous écrivez, là je cite à nouveau, « Le rapport de la France avec ses citoyens musulmans est certainement l'un des défis actuels les plus importants. Il risque d'être un enjeu des élections de 2017. Il est essentiel et déterminant tout autant pour ses équilibres internes et pour sa place sur l'échiquier mondial. » Pour vous, Pascal Boniface, les musulmans ne sont pas considérés comme des Français à part entière ?
Pas par tout le monde en tous les cas. Alors c'est sûr que leur situation s'améliore, elle est meilleure qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais il y a quand même des discriminations sur eux qui s'exercent de façon beaucoup plus importante que pour d'autres minorités. Et on entend des discours dans certains milieux politiques ou dans certains médias qui sont tout à fait stigmatisants pour les musulmans. Et c'est donc un double défi, effectivement. Un défi pour le vouloir vivre ensemble dans notre pays et un défi d'image parce que nos débats ne sont pas isolés. Moi, je ne suis pas spécialiste d'une région, je vais un peu partout dans le monde et j'entends auparavant, en tant que Français, on m'applaudissait tout de suite parce que j'incarnais un pays libre et indépendant. Et aujourd'hui, l'une des premières questions que l'on me pose, pas seulement dans le monde musulman, une fois encore, c'est pourquoi votre pays a un problème avec les musulmans? Et donc, on dégage du fait de nos débats internes une image d'intolérance. Vous diriez que l'islamophobie gagne du terrain en France? Vous parlez d'un bombardement médiatique anti-musulman. Oui, alors c'est vraiment, on voit très bien les débats, on peut effectivement s'essuyer les pieds sur les musulmans sans aucune pénalité, mais en même temps, non, elle ne gagne pas de terrain parce qu'il y a aussi des contre-pouvoirs qui s'exercent et que finalement, malgré ces débats, on voit qu'il y a beaucoup de mariages mixtes en France, que les musulmans s'intègrent de plus en plus, qu'ils exercent des professions qui n'existaient pas auparavant. Donc non, il y a une crispation d'une partie de la société française et en même temps un grand mouvement de progrès. Vous iriez jusqu'à dire que la conception française de la laïcité, qu'on évoque très souvent, qu'on dit défendre en France, elle est quelque part exagérée, voire intolérante vis-à-vis des musulmans? Pas la vraie conception de laïcité. La vraie conception de laïcité, telle qu'elle a été vécue, et quand on regarde les travaux préparatoires, les vrais spécialistes de la laïcité vous disent qu'au contraire, pour toutes les minorités, pour tous les croyants ou les non-croyants, la laïcité est une protection. C'est plutôt une vision déformée de la laïcité, ce que Jean Bobéro, le vrai grand spécialiste de la laïcité, appelle la laïcité falsifiée. Parce qu'effectivement, certains réinterprètent la laïcité comme étant une arme contre la religion et spécifiquement contre la religion musulmane. Alors que la laïcité, c'est la liberté de tous les cultes, et également d'ailleurs de la non-croyance. Alors vous dénoncez aussi dans votre livre la confusion qui est entretenue par certains entre islamisme et terrorisme. Et vous dites, le terrorisme pour certains serait devenu une sorte de maladie ethnique. Oui, effectivement, on résume l'histoire du terrorisme, elle est longue. Effectivement, aujourd'hui, elle est principalement incarnée par le terrorisme djihadiste islamique. Mais on confond l'islamisme politique, le terrorisme. Il y a des gens qui mettent un peu dans la même catégorie les djihadistes qui font des attentats, le parti Ennahda en Tunisie qui lutte politiquement, qui a accepté sa défaite et qui participe à la vie démocratique, et pour certains, simplement le fait d'être musulman. Donc il y a une très grande confusion, une fois encore, pas chez tout le monde, mais dans certains secteurs, qui met un peu dans le même sac des mouvements qui sont extrêmement différents. En quoi cette islamophobie supposée, en tout cas que vous dénoncez en France, impacte sur la place de la France dans le monde? Ça atteint notre image, parce que notre image était positive. Une des forces de la France, c'est un pays qui se bat pour les droits de l'homme, un pays de tolérance, un pays d'accueil. L'affaire du Burkini l'été dernier, où tout d'un coup, tous les débats en France semblent être centrés sur une affaire qui concernait quelques personnes. On a dénoncé un complot contre la République. Ceci a eu un impact extrêmement négatif et fort, une fois encore, non seulement dans les pays musulmans, mais également dans les pays occidentaux, qui disaient, mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi le Wall Street Journal, qui, à ma connaissance, n'est pas un journal islamo-gauchiste, a donné des leçons à la France en disant quand même, vous avez un problème de tolérance par rapport à la minorité musulmane. Pour revenir au clivage traditionnel que vous évoquez dans la politique française, politique étrangère, entre les souverainistes gaullistes ou gauliens, on pourrait les appeler comme ça, et les atlantistes proches de l'OTAN et des États-Unis. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait basculer la France d'un côté, du côté atlantiste? Une fois encore, Jacques Chirac a donné la première impulsion. Les gaulo-mitterrandistes mettent la priorité sur l'indépendance. Les atlantistes hier et les occidentalistes aujourd'hui pensent que la France est avant tout et presque uniquement un pays occidental, alors que les gaulo-mitterrandistes estiment qu'elle n'est pas que cela. Elle l'est bien sûr, mais elle est aussi un pays qui doit avoir des relations avec les gros autres pays qu'on appelait du tiers-monde hier, que l'on appelle émergents aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut parler encore d'une politique arabe de la France, comme on pouvait en parler dans les années 70-80. La politique arabe de la France, c'est une politique, disons, avec les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, essentiellement. Oui, mais la politique arabe, elle a été souvent déformée. C'était, disons, une politique créée par De Gaulle, fin de la guerre d'Algérie, et puis des contacts avec les pays arabes. Et quand on voit que François Hollande, qui s'était engagé à reconnaître la Palestine, y a renoncé en race campagne, effectivement, là, la France, qui, parmi les pays occidentaux, était le pays qui se battait le plus pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et rentrer dans le rang dans ce domaine-là. Alors, les Français votent dans un peu plus d'un mois. Qu'est-ce que vous attendez du futur président en matière de politique étrangère? Je crains que malheureusement, il n'y ait pas beaucoup de débats sur la politique étrangère et que les débats qui soient organisés se concentrent sur le terrorisme. C'est un sujet important, mais on
ne peut pas résumer la place de la France dans le monde Il y en a à d'autres. la lutte contre le terrorisme. Et malheureusement, ce débat-là, qui est quand même important, où va le monde, quel rôle peut jouer la France, eh bien, je n'ai pas le sentiment qu'il va être sur la place publique et que la façon dont les débats sont organisés cache cela. Or, on va quand même élire celui qui sera non seulement le chef des armées, mais qui incarne la diplomatie française, parce que c'est quand même le président de la République qui donne les grandes impulsions. Le Quai d'Orsay met tout cela en musique, le ministère de la Défense d'ailleurs aussi, mais c'est bien le chef de l'État qui décide des grandes orientations de la France, et pour l'instant, il n'y a pas de débat sur ces sujets. Alors je reviens au sous-titre de votre livre avec un point d'interrogation. Au final, ce point d'interrogation du titre, ça veut dire que le déclin de la France n'est pas inéluctable? Non, effectivement, et j'espère que le prochain président va reprendre un peu les rênes, donner un nouveau départ. Il y a toutes les possibilités parce qu'il y a les attentes de la France. C'est une déception, c'est un amour déçu finalement qu'il y a aujourd'hui à la guerre de la France. Et du Brésil à l'Afrique du Sud, il y a de nombreux pays qui disent « Mais qu'est-ce que vous faites les Français? Ce n'est pas cela votre politique traditionnelle, ce n'est pas comme cela qu'on vous attend. On n'attend pas de vous que vous soyez le meilleur allié des États-Unis, et uniquement cela. Il y a la Grande-Bretagne pour jouer ce rôle. Vous avez joué un rôle différent, vous avez un rôle différent à jouer. » Merci Pascal Boniface. Je rappelle le titre de votre livre « Je t'aimais bien, tu sais, le monde et la France, le désamour », c'est aux éditions Max Milo. Merci. Merci à vous. Venu en parler dans 64 minutes.